Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, votre émission préférée autour de toute l'actualité des salons Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi ça va super. Avant de commencer l'émission, et aujourd'hui croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de monde autour de moi, vous ne le voyez pas encore et vous le verrez d'ici quelques secondes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas louper tous les prochains lives à venir. Et il y en aura également parce que je vous rappelle que l'émission a lieu 2 fois par mois à 20h sur cette chaîne, tous les lundis soirs. Donc activez bien la petite cloche pour ne pas louper. Et surtout n'oubliez pas qu'on vous fait gagner des choses tout au long de l'émission comme d'habitude. N'oubliez pas, il y aura pas mal d'annonces, pas mal de sujets qu'on va aborder ce soir. Et des sujets, on va en aborder parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi. C'est assez rare dans cette émission qu'on ait autant de gens. Tout d'abord évidemment Thomas et Jean-François que vous connaissez déjà, évidemment. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va? Les cofondateurs de Japan Expo, on rappelle, évidemment. Vous allez bien? Bah écoute, à fond. On est comme toi, là, on est un peu impressionné par tout le monde qu'il y a. On espère que vous allez bien vous amuser. Et que on a plein de choses à dire, n'est-ce pas? J'espère qu'on a effectivement plein de choses à dire. Mais alors, qui c'est qui est avec nous ce soir? Eh bien, on a pas mal de gens autour de moi. Benoît de Glénat Manga. Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. Tu vas bien? Oui, très très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais chez Glénat? Tu es éditeur. Alors chez Glénat, je suis éditeur, donc à partir du moment où les titres sont mis au planning, je fais en sorte qu'ils puissent être publiés et arriver dans vos librairies, en coordonnant le travail des traducteurs, des maquettistes, des relecteurs, et tout ça pour une grande partie de la production. Mais je ne suis pas tout seul, fort heureusement. Quelle merveille, mais évidemment, j'espère bien qu'il y a des équipes derrière toi, parce que tout seul, ça va être dur sinon de le faire. Évidemment, on les embrasse tous, évidemment. Et à ma droite, je pense que vous l'aurez reconnu avec son petit polo. C'est les polos ici, j'ai remarqué dans ce Voilà, la team polo. C'est le gang polo, là. La team polo. Yonae de Picoma. Que fais-tu? Ça va? Tu vas bien? Je vais bien. Comment vas-tu? Il fait beau. Et tu fais quoi chez Picoma du coup? Je suis CEO de Picoma Europe, donc qui est à l'origine en fait du service Picoma, qui propose à la fois donc des mangas et des smarttoons sur Picoma. C'est ça, en lecture numérique sur la plateforme Picoma. Tout à fait. Et du coup, c'est toi qui as la tête de Picoma en France. Tout à fait. C'est ça. Donc, et effectivement, on l'avait déjà vu l'année dernière parce qu'il avait été. Non, c'était en 2022 que tu l'avais interviewé. C'est ça. C'est ça, il était déjà passé dans l'émission à travers une petite vidéo, une petite capsule vidéo. Voilà. Et aujourd'hui, on l'a en live. Voilà. C'est vrai, parce que la particularité de Picoma, notamment avec Japan Expo, et je pense que vous le voyez juste là à l'écran, c'est que vous êtes partenaire officiel de Japan Expo, du salon. Tout à fait. On est partenaire officiel de Japan Expo. Et ça tombe bien parce que ça va être le sujet du jour, ça va être les partenariats de Japan Expo de façon un petit peu globale, que ce soit avec les éditeurs, les professionnels, je dirais, mais du coup les éditeurs indirectement, et évidemment tout ce qui est sponsor et partenariats autres. On va en parler tout au long de l'émission aujourd'hui. Évidemment, il y aura le journal de bord, qu'il ne fallait pas louper dans les 2 dernières semaines chez Japan Expo, les questions-réponses, et là je pense que vous aurez plein de questions encore une fois dans le chat, et on se fera plaisir d'y répondre, et les annonces. Je sais que c'est le moment que les gens préfèrent dans l'émission, c'est les annonces, et je crois qu'on a du très lourd ce soir. Il y a du sympa. On essaye de faire du cossu. Enfin, déjà, pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, on avait annoncé de belles choses. Il faut qu'on continue. Maintenant, le challenge est posé. C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi, Benoît? Qu'est-ce qu'on a annoncé il y a 15 jours? Alors, ce qui a été annoncé, en tout cas au niveau de Glénat, parce qu'après tout le reste des annonces... Tu ne peux pas nous faire un résumé de l'émission d'il y a 15 jours. Bon. Je pense que les personnes qui sont déjà là ont déjà vu l'émission, ce serait leur faire insulte que de leur résumer. Nous avons simplement annoncé la venue des auteurs de Shangri-La Frontier à l'occasion de Japan Expo, et nous sommes en train justement de planifier avec eux, avec l'équipe éditoriale japonaise, toutes les modalités pour faire en sorte que cela se passe du mieux possible, à la fois pour eux et surtout pour vous. Parfait. Et donc, quand tu dis simplement, c'est quand même quelque chose, on sait, de faire venir c'est simplement à la japonaise, oui. Voilà, à la mode. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de travailler avec des partenaires japonais suppose beaucoup d'échanges, beaucoup de questions, beaucoup d'organisation, parce que bien, ce n'est pas simplement des auteurs qui viennent, mais généralement aussi une équipe, et il faut tout à la fois pouvoir organiser la visite d'un point de vue logistique, en termes de sécurité, en termes de gestion des foules, en termes aussi d'horaire, puisque chacun a des disponibilités diverses et variées, et tout ça ensuite pour faire en sorte
sorte que les lecteurs et lectrices de Shangri-La Frontière, ceux qui connaissent la série, tout comme ceux qui veulent la découvrir, puissent partager des moments extrêmement privilégiés avec les auteurs. C'est extrêmement détaillé, mais je pense qu'on va en garder un petit peu pour le. C'est ça thème. pour après, voilà. Parce que moi, je voulais juste que tu dises Shangri-La Frontière. Alors la prochaine fois, dites-moi juste, t'as 30 secondes et je gagner pour la réponse. Alors attention. Voilà. L'idée pour nous, c'était de faire une émission spéciale sur les partenaires, les partenariats de Japan Expo, parce que on vous a beaucoup parlé de comment on faisait un Japan Expo, et c'est vrai qu'on s'est aperçu, puis notamment en parlant avec Ilias, qu'il y avait beaucoup d'acteurs dont qu'on n'avait pas forcément mentionné, et on veut que vous ayez conscience à quel point Japan Expo, c'est une équipe d'organisation, et puis c'est tous les gens qui travaillent avec cet objectif qui est de vous apporter quelque chose pendant le festival. Et c'est un moyen pour nous déjà de remercier tous les partenaires de Japan Expo et d'Amazing ce soir, et puis de revenir un petit peu pour vous donner, comme d'habitude, des petits secrets de comment ça se fait, de comment ça se passe. Et je pense qu'on va peut-être lancer le jingle C'est avant ça, de c'est ce que continuer, j'allais dire, parce que c'est sinon que- on va jamais le classer. le jingle. L'intro est déjà. Jamais fait une outro aussi longue. Je vous propose qu'on commence du coup tout de suite l'émission avec le thème de la semaine. Jingle. Vous l'aurez compris, le thème de ce soir, c'est les partenariats de Japan Expo. Comme Thomas a commencé à le dire juste avant, Japan Expo ne se fait pas seul. Ça se fait avec plein d'acteurs autour et plein de partenaires autour du salon. Il y a différents types de partenaires, évidemment. Ouais. Et on va essayer de les aborder les uns après les autres. On va commencer par les partenaires professionnels. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous entendez par partenaire professionnel? Ce sont les partenaires qui exposent sur le festival et qui ne font pas partie de tous ceux qu'on a déjà décrits par le passé. Donc, et ils sont une centaine sur les 900 exposants qu'on Ouais. accueille. Il y a une centaine d'exposants professionnels, et c'est avec eux qu'on fabrique pas mal de la programmation du festival, notamment en coproduisant des venues d'artistes, mais aussi en accueillant leurs animations, parce qu'ils font énormément d'animations. Ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que vous avez, vous, par le passé, déjà Alors, proposé Au niveau des animations, myriade. effectivement, on a pu constater que les lecteurs étaient ravis à la fois d'acheter les livres, mais surtout de vivre leurs univers. Donc, on a fait des animations très diverses. On a fait, par exemple, à l'époque, autour de Dragon Ball, une chasse au Dragon Ball dans une sorte de piscine à balles. L'année dernière, comme on mettait en avant Sakamoto Days, on avait fait une séance de tir de tir sur cible par équipe qui avait énormément marché. Par rapport à Tokyo Revengers, il y avait aussi un principe tout simplement de frappe de machine pour savoir à quel point on était un vrai Bosozoku ou une vraie racaille de Tout en Tokyo Revengers. délicatesse, quoi. Donc, effectivement, on a pu constater que chaque animation, il y avait énormément de monde et que justement le public était là pour en redemander. Voilà. Et la coproduction, on parlait de l'invité par exemple. Alors là, cette année, je ne sais plus exactement quels sont les termes, mais c'est vrai que généralement, ça peut être une aide opérationnelle qu'on vous fournit parce qu'on fait des partenariats avec des hôtels, avec des des marques de VTC. Des chaînes de taxi, j'allais dire. Je suis trop au Japon, moi. Voilà, on a plusieurs partenaires comme ça qui peuvent faciliter la vie pour la gestion d'un auteur ou le prix pour la gestion d'un auteur. Ça peut être des participations financières. Donc voilà, on essaye de collaborer parce que le but de Glénat comme de Japan Expo, c'est justement que le public reparte avec un super souvenir et que les auteurs aussi, parce que nous, de notre côté, on aime bien que les auteurs retournent vraiment au Japon avec la banane pour que ça nous fasse une très bonne pub. Et c'est bon pour nous, c'est bon pour le marché français, c'est bon pour Glénat qui invite cette année 2 auteurs. Oui, les 2 auteurs de Shangri-La Frontière. Donc oui, c'est un travail, je dirais, collaboratif, un partenariat main dans la main, puisque on sait que en termes de communication, le fait que Japan Expo puisse relayer ces événements permet à la fois aux lecteurs et aux lectrices qui sont courants de venir, et à des personnes qui ne connaissent pas du tout Shangri-La Frontière ou d'autres séries de se renseigner. Donc là, on est sur des partenariats qui sont à la fois des partenariats, je dirais, en termes de relationnel, en termes de communication, mais on est, comme tu l'as dit aussi, sur des partenariats organisationnels, puisque
la venue d'un auteur ou de plusieurs auteurs ne se résume pas forcément uniquement simplement à des dédicaces. Là, je parle d'une manière générale et pas forcément uniquement pour les auteurs de Shangri-La Frontier, mais par le passé, on a fait venir d'autres auteurs. Je pense notamment à Anne Nakahara à l'époque de Killary, où il y avait eu des masterclass avec des rencontres avec le public. Et tout ça, ce sont des éléments qu'on doit bien évidemment prévoir en amont, mais qui sont validés donc avec les auteurs et qui permettent justement de ne pas simplement juste faire la queue pour un dessin, mais aussi, par exemple, d'apprendre à dessiner ou de poser des questions sur des séries. Et c'est là où les lecteurs et lectrices sont vraiment ravis d'échanger avec leurs auteurs. Et on va avoir un petit truc spécial, Shangri-La Frontier, que tu peux dévoiler ou pas? Alors, pour l'instant, je ne peux pas dévoiler de petits trucs spéciaux, puisque comme je l'ai expliqué en off tout à l'heure, donc on vous disait qu'on vous explique comment ça fonctionne, donc je vous explique comment ça fonctionne avant le live. On est actuellement en fait en phase de discussion et de validation avec les ayants droit. Et à partir du moment où on aura réellement validé la totalité du processus, que ce soit les horaires, les déplacements, etc., là, on pourra communiquer sur les dates. Mais vous imaginez bien que si on vous dit, voilà, ils vont dédicacer tel jour, et que finalement, pour des raisons autres, en fait, la dédicace n'a pas lieu, ça veut dire qu'en fait, on aura annoncé une information qui est fausse. Et ça, on sait que sur un événement aussi majeur que Japan Expo, il faut transmettre des informations qui sont valides. Donc, on attend que tout soit validé pour ensuite pouvoir justement vous transmettre les informations. Même s'il faut parfois avoir un peu de compréhension, parce qu'on peut planifier quelque chose et qu'on valide, et puis finalement, un mois après, un auteur peut changer un peu d'avis et on change des horaires, on change des choses comme ça. Oui. C'est la vie de l'événementiel. Exactement. On parle beaucoup du coup de ce qui va arriver bientôt pour la prochaine Japan Expo, mais j'aimerais qu'on vienne un petit peu dans le passé. Ouais. Tout d'abord avec vous, messieurs, concernant un petit peu l'historique des éditeurs à Japan Expo. À partir de quand vraiment on a eu du coup les éditeurs qui ont commencé à venir, c'était qui les premiers Alors, les éditeurs, ils sont venus pratiquement day one, non? On a eu des petites touches. Alors, au début, c'était pas... Le premier à être venu, je pense que c'est Kana en 2001. Mais c'était un truc un peu particulier puisque c'était un petit stand où on avait le matériel de Kana, on avait les livres de Kana, mais c'était mon père qui tenait la boutique. C'est depuis notre époque. Japan Expo a toujours été C'était une la aventure sous-traitance. familiale. Il fallait trouver quelqu'un de confiance. Voilà. En qui d'autre peut-on avoir confiance? Et puis après, les choses se sont engrainées. Puis Glénat a suivi Assez rapidement. juste Parce après. que je pense que vous étiez là en 2002 en fait. Oui, on est arrivé sur Japan Expo assez rapidement donc bien évidemment sur la partie manga, puisque Glénat n'est pas qu'éditeur de manga, mais aussi éditeur de bande dessinée et d'autres livres. Mais là, on était concentré sur la partie manga et on a accompagné les différentes itérations de Japan Expo d'année en année. Et on a pu avoir la satisfaction de voir un tel festival grandir avec de plus en plus de public et de constater que l'organisation se professionnalisait, se développait et que là où au départ on était sur une volonté, on va dire, de rassembler, ce rassemblement en fait s'est développé, accru et on est ravis justement chaque année de pouvoir intervenir auprès de Japan Expo en partenariat et en collaboration pour que cette passion puisse continuer à se développer. Et c'est marrant parce que quand on voit Malheureusement, on n'a pas de photos de ces époques-là, mais quand on voit les premiers stands qui étaient fabriqués comme on pouvait, et aujourd'hui, ce que tous les éditeurs, y compris Glénat, montent pour justement accueillir tous ces visiteurs, c'est juste incroyable. Et ça a participé à l'ambiance du festival et à la bonne expérience des visiteurs, quoi. C'est c'est vraiment l'entremêlement de tout qui a fait que... Ce qu'on a pu constater, c'est qu'on est passé, on va dire, d'un principe de stand hangar, où on était surtout sur des étagères avec des ouvrages en vente, en distribution, etc., à vraiment des stands plutôt animation. On a toujours, bien évidemment, les espaces de consultation, les espaces de vente, puisque les lecteurs et lectrices qui viennent à Japan Expo viennent très souvent aussi pour compléter leur bibliothèque. Mais on a pu constater qu'à partir du moment où on proposait des animations dédiées dans des univers très spécifiques, à la fois les lecteurs qui connaissaient la série s'y intéressaient et d'autres lecteurs, d'autres personnes venaient par curiosité. Moi, j'ai en tête par exemple une animation qu'on a faite il y a quelques années autour de Tokyo Ghoul. Donc la série est terminée, mais Tokyo Ghoul, le principe c'est donc ce sont des ghouls qui vivent parmi les humains et notamment elles fréquentent un café qui s'appelle l'Antique. Et donc en fait, on avait tout simplement fait un stand qui était un café Tokyo Ghoul où on pouvait juste venir boire un café. Donc l'idée en tant que telle, c'était pas quelque chose de faramineux, mais voilà, on avait tenté et le simple fait de pouvoir revivre cet événement, c'était quelque chose de magique pour ceux qui connaissaient la série. Et on trouve des pardon. Non, j'entendais Benoît parler d'étagères et je me souviens qu'effectivement au CNIT, la première année, vous aviez pris des étagères, mais
des étagères pas sur mesure, c'était des trucs basiques de l'installateur général qui met des petites étagères droites. Portez pas le prix des mangas. Sauf qu'une fois que vous aviez mis tous vos livres dessus, ça tombait tout Ah le ouais, temps. c'est Donc ça. on avait passé 3 jours à trouver des solutions pour pas qu'ils finissent par terre les livres. C'est là où on Et s'est rendu après, compte que les cultures- après, on a parti sur des trucs où il faut acheter des billes, les gars. quoi, Voilà, en fait, c'est hein. ça. On s'est rendu compte que la culture, ça pouvait être lourd et qu'il fallait avoir les meubles ça. correspondants. Tant qu'on est sur les stands, alors Japan Expo, le salon il s'est agrandi au fil des années évidemment, et les stands des éditeurs également aussi, parce que tu me parles d'une époque où il y avait 2-3 meubles. Oui, je pense qu'à Côte à l'époque, côte, ça devait faire maintenant, 18 mètres carrés, et maintenant ça en fait 200. Oui, à peu près, je crois, quelque chose comme ça. C'est énormissime, mais au-delà même de la superficie, c'est vraiment comment même en hauteur comment ça peut monter, les décors, Oui, puis cette année, faut pas le rater, il y a un aquarium sur le stand de Glénat, de toute façon, donc... Non. Oui, il y a toujours effectivement des réflexions très poussées au niveau des stands. Ce qu'il faut bien voir, c'est que au fur et à mesure que les relations avec les éditeurs japonais se sont développées, bien évidemment, les éditeurs français ont pu voir ce qui se faisait au Japon en termes de matériel, de promotion de PLV. Et c'est sûr que quand on voit un Luffy géant gonflable au Japon, on n'a qu'une envie, c'est de dire on va le rapatrier en France. Et il est certain que quand vous arrivez à Japan Expo, que vous voyez un Luffy géant, ça marque au niveau des esprits. C'est pas simplement oh là là, il y a plein de monde, c'est je vois un truc qui dépasse, où est le stand Glénat, bah tu suis le chapeau de paille que tu vois là-bas. Donc ça c'est des événements qui sont intéressants. Et après chaque année, il y a aussi une volonté de renouveler le stand, renouveler l'expérience, parce que les gens qui viennent à Japan Expo viennent parce que c'est un public, on va dire, d'habitués, mais c'est un public d'habitués à quoi? À la nouveauté. C'est ça, totalement. En termes d'invités un peu historiques de Glénat à Japan Expo, est-ce que tu aurais quelques noms à nous citer? Je sais qu'il y a des grands monsieur, des grandes personnes qui sont venues. Je crois qu'il n'y a pas eu Akira Toriyama, par contre. Mais ça, Non, il n'y a pas eu Akira Toriyama. Ce jour-là, moi, je prends Croise tes doigts je pour prends un des jour. vacances juste pour aller faire la queue et essayer d'avoir une dédicace comme les autres. C'est vrai que Il c'est n'y a compliqué de personne au ramener- service exposant. Non, il n'y a personne à Japan Et il y Expo. a plus tout le monde en train d'essayer d'avoir une. Alors au niveau des invités historiques, c'est vrai qu'on essaye d'une année sur l'autre de faire intervenir différents auteurs. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, notre catalogue, on a tout à la fois des auteurs japonais et des auteurs de manga de création. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que tous les lecteurs puissent rencontrer leurs auteurs. J'ai un souvenir particulier, de notamment une année où justement le manga French Touch avait été mis en avant avec du coup tout un tas de tables rondes avec les auteurs, et ça avait permis justement aux lecteurs et lectrices de comprendre le métier d'auteur, puisque très souvent simplement les gens achètent l'ouvrage sans forcément avoir conscience du travail derrière, de réflexion, d'histoire, etc. Et là ça avait permis de mettre les choses en avant, et aussi du coup aux gens de comprendre que oui, il y avait certaines exigences. Après oui, on a différents auteurs qui viennent, et justement on parlait tout à l'heure d'Impondérable. Je me souviens notamment que quand on avait fait venir la dessinatrice de Kagaster, elle avait eu un planning de dédicaces qui était assez rempli parce qu'elle était extrêmement collaborative. Il s'est avéré que malheureusement il y a eu un petit problème de santé et que du jour au lendemain on a dû annuler la moitié de ses dédicaces parce qu'elle n'était juste pas en mesure de les faire. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Puis bien évidemment après chaque année on a différents auteurs. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en fait lorsqu'on va faire venir un auteur, comme on est dans une phase de négociation avec l'ayant droit, la première chose c'est qu'en fait l'auteur doit savoir s'il est disponible pour Japan Expo. Et généralement comme les auteurs travaillent sur leurs œuvres, vous allez rarement avoir leur éditeur japonais qui va dire ouais, pas de problème, ne publie pas cette semaine, tu peux aller à Japan Expo. Donc ça veut surtout dire que les auteurs en fait doivent prendre de l'avance, et il est pas rare que des auteurs qui viennent par exemple pour dédicacer à Japan Expo, en réalité par exemple le soir, là où vous vous seriez dit bon ok ils vont sortir, en fait ils rentrent à leur hôtel et ils travaillent sur leur planche. Donc c'est aussi des éléments justement qu'il faut prendre en considération. Là ça a un peu tendance à se calmer ces derniers temps, mais ça fait partie des éléments à garder en tête. Nous, les Clamps, elle nous avait demandé d'être côte à côte dans les business parce qu'elle dessinait pendant le vol, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une organisation qui est très, très précise, très, très pointue, pour qu'ils puissent gérer à la fois profiter de Japan Expo en tant que visiteur, rencontrer leur public, et en même temps assurer, on va dire, la publication japonaise, parce que s'ils sont publiés dans un hebdomadaire ou pas, il faut qu'ils assurent. Rien ne peut arrêter la prépublication. Exactement. Surtout pas Japan Expo, nous on veut pas être. Et puis après vous vous plaindrez parce que vous n'aurez plus vos bouquins. Voilà, faut qu'on fasse attention de effectivement tout prendre en compte. Effectivement. On continue concernant un petit peu l'organisation autour des salons comme Japan Expo pour Glénat. Déjà pour une Japan Expo, faut se préparer combien de temps à l'avance
en tant qu'éditeur pour ramener les auteurs, pour évidemment choisir, ramener les auteurs, monter le stand, choisir les animations qu'il y aura, les faire. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps selon, je dirais, le bon vouloir des auteurs. Bien évidemment, quand on travaille en direct avec des auteurs de manga de création, c'est beaucoup plus facile. À partir du moment où on veut faire intervenir des auteurs japonais, donc pour les faire venir en France, il faut un délai minimum d'1 an, voire davantage, pour justement espérer avoir une réponse. Et quand je dis espérer avoir une réponse, ça peut être un non, hein, tout simplement. Donc ce travail se fait très en amont, à la fois parce qu'il faut que les auteurs puissent se projeter et que après, ils s'organisent en termes de travail. Une fois qu'on a, on va dire, une réponse, vient justement la phase d'échange, négociation, discussion sur quel serait leur planning, quelles seraient leurs rencontres. Et dans les rencontres, il y a bien évidemment les rencontres avec les fans, mais il y a également les rencontres professionnelles. Lorsque vous avez des journalistes ou des influenceurs qui veulent les interviewer, eh bien, ça veut dire qu'il faut leur prévoir des créneaux. Et là, vous avez une sorte de jeu de Tetris temporel où vous dites, alors de 9h à 9h30, c'est bon. Par contre, de 9h30 à 9h45, il faut que je prévoie une pause parce que les personnes ne vont pas enchaîner les rendez-vous avec les autres. L'après-midi, il y a la dédicace. À tel moment, il y a la phase de déjeuner, donc il faut aussi l'intégrer parce que justement, les auteurs déjeunent pas sur le pouce, ils déjeunent dans leur staff. Et en parallèle, il y a justement avec Japan Expo tous les échanges sur justement les loges et puis les lieux de repos pour qu'ils puissent être, lorsqu'ils ont besoin de se reposer, je dirais un petit peu au calme et pas dans le brouhaha stimulant de la convention. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. J'aime bien le brouhaha stimulant. Ouais, c'est la première fois que mon brouhaha est stimulant. Vous pourrez réutiliser le terme, il est libre de droit. Et concernant un petit peu tout ce qui est stand et animation, tu sais combien de temps il faut pour... Alors, tout ce qui est stand et animation, on est plutôt sur un délai d'à peu près entre 8 et 6 mois. C'est-à-dire que très en amont, on réfléchit déjà sur les séries qu'on veut mettre en avant et sur les thématiques. C'est-à-dire que là, je parlais tout à l'heure, par exemple, de la piscine Dragon Ball. Ça nous paraissait une évidence d'aller chercher des boules de cristal en plastique dans une piscine parce que c'était parlant, mais il faut que la thématique soit en rapport avec la série. Sakamoto Days, on est sur une histoire d'assassin, donc forcément, tirer au pistolet nerf sur des cibles, ça fait sens. Donc le premier élément, c'est de réfléchir à une animation qui fasse sens par rapport à la série, de la faire aussi valider par l'ayant droit, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un ayant droit qui peut dire non, je suis désolé, je veux pas que vous utilisiez des armes pour ma série. Ok, très bien. Et à partir du moment où ensuite ces animations sont validées, là on peut, je dirais, réfléchir en termes de logistique sur quel délai, quel flux aussi en termes de participants, parce que généralement sur les stands, les animations se font avec les participants qui font plutôt la queue, on va dire, dans les allées centrales. Et on sait aussi que c'est une problématique, je dirais, de sécurité, de faire en sorte que les allées centrales ne soient pas trop surchargées pour des questions de circulation. Donc ce sont des éléments qu'on essaye de prendre en compte en amont. Et c'est aussi pour ça que pendant les animations, très régulièrement, on sort en fluidifiant un petit peu la foule pour éviter les amas. Donc on a tous ces éléments-là. Et après, pour le stand en tant que tel, je dirais à partir du moment où les animations ont été déterminées et où l'espace de librairie est connu, là vient la phase de réflexion du stand sur comment, pareil, on va gérer cette circulation au niveau des flux pour éviter que les gens piétinent trop. Alors, bien évidemment, le samedi, c'est un peu difficile. Et ensuite, au fur et à mesure, on avance. Mais ce qui fait que je ne dis pas que dès que le premier Japan Expo est terminé, on pense au suivant, mais globalement, à partir de septembre, on commence déjà à se poser la question de l'itération à venir, et dès novembre-décembre, on a déjà des éléments dans les tuyaux. Et vous avez parfois des animations que vous récupérez du Japon pour les mettre en France ? Alors, on a parfois des animations qu'on récupère du Japon. Oui, alors en termes d'animation, pas forcément, parce qu'en fait, il y a des problématiques simplement de logistique, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit des animations qui sont faites au Japon qui nous intéressent, eh bien, on se dit, tiens, si ça a été validé comme ça au Japon, on devrait pouvoir faire le même à notre sauce pour la version française. Mais on va pas forcément chercher le matériel au Japon, parce que comme c'est simplement une animation, on n'a pas forcément besoin. C'est sûr que quand on dit on veut un Luffy gonflable, là oui, on va aller le chercher au Japon parce qu'on l'a pas chez nous. Mais quand c'est simplement, je dirais, une animation en tant que telle, quand on discute avec les ayants droit, on dit voilà, on a repéré cette animation à l'occasion de la Jump Festa ou d'une autre, on aimerait faire la même chose avec ces critères, et comme c'est une animation dont ils sont familiers, ils ont bien évidemment plus facilement tendance à la valider. Donc le bateau de pirate de Luffy avec tous les canons qui tiraient au Jump Festa, peut-être un jour on le verra sur le stand de Vena. Avec un peut-être, on peut tout faire. Non, c'est clair que
pour les visiteurs, Japan Expo, ça dure 4 jours dans l'année. On se rend pas compte forcément, je pense que derrière, pour des stands comme celui de Glénat, c'est 6 à 8 mois, donc carrément l'année entière, parce qu'avec les vacances d'été et le Japan Expo qui a lieu. C'était aussi C'est ça cool. le but de ce soir, c'était de montrer que nous, on travaille parfois 12, 18, 24 mois à l'avance, mais il n'y a pas que l'organisation de Japan Expo qui s'y prend très longtemps à l'avance pour seulement 4 jours. Et en fait, des fois, effectivement, quand on voit certaines réactions, on est content parce que c'est le résultat de 9, 12 mois de travail, quoi. Et à contrario, par contre, quand vous êtes un peu dur avec nous, alors qu'on a bossé 12 mois dessus, Ça fait mal. C'est vraiment trop injuste. voilà, mais c'est vrai que parfois on se rend pas bien compte de la quantité de travail et parfois aussi de beaucoup de gens qui travaillent dessus parce que c'est long, mais je sais pas combien vous êtes à préparer le stand, mais ça peut être... Au niveau du stand, je dirais qu'on peut monter facile à une petite quinzaine de personnes, Ouais, puisque c'est ça, voilà. on a l'équipe événementielle, bien évidemment, pour toute la partie, on va dire, purement logistique, mais on a toute l'équipe éditoriale, on a toute l'équipe marketing, plus après des services support en termes de communication. Je parlais tout à l'heure, par exemple, du fait de faire venir des auteurs et de prévoir des dates pour des interviews avec les journalistes. Donc ça fait aussi appel au service de presse qui doit caler les rendez-vous. Donc oui, on peut très facilement être une vingtaine de personnes, et c'est pour ça que sur le Japan Expo, on a des points qui sont très réguliers en termes d'organisation, des points hebdomadaires, et bien évidemment, dès qu'on a une information qui tombe, on ne dit pas « bon, j'attends lundi prochain parce que c'est la réunion ». Non, l'information tombe, on la transmet parce que ça permet aussi de rebondir. Très bien. Et on sait aussi que Japan Expo, ça dure 4 jours dans l'année, mais c'est aussi un moment très important dans l'espace des sorties manga aussi qui sortent pendant cette période-là. C'est quoi les enjeux, par exemple pour Glénat, d'être présent à Japan Expo et peut-être même de sortir des nouveautés à Japan Expo, en tout cas dans les alentours de Japan Expo? Est-ce que vous venez pour vendre un max de bouquins, ou c'est surtout aussi pour faire de la com, j'imagine, et pour parler un petit peu au public, voir les visiteurs aussi, les lecteurs des séries, j'imagine également, voir un petit peu les réactions, leurs avis. Alors j'aime beaucoup quand tu poses les questions et que tu fais les réponses avec, parce que du coup moi ça économise un petit peu de travail. En fait c'est un mélange de tout ça, c'est-à-dire que bien évidemment comme on a un espace de vente, c'est pour permettre justement aux lecteurs et aux lectrices d'acheter les séries qu'ils et elles apprécient, et je dirais c'est d'autant plus important qu'on a pu constater que les personnes qui viennent à Japan Expo, pour une partie en fait, n'ont pas forcément de librairie près de chez eux, ou alors n'ont pas le réflexe de commander en librairie. Donc en fait elles viennent avec une liste en disant alors il me manque tel tome, tel tome, tel tome, tel tome, et ensuite du coup elles repartent avec un panier rempli de séries. On se dit mais ce titre il est sorti il y a 5 ans, bah ouais mais je le trouve pas en librairie. Donc déjà il y a je dirais un besoin des lecteurs et lectrices de pouvoir compléter leur collection. Après, le fait de participer à Japan Expo en tant qu'éditeur, c'est bien évidemment le fait d'être au contact des communautés, d'échanger avec les lecteurs et les lectrices, que ce soit dans le cadre de live ou tout simplement même sur les stands libraires, sur ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, d'écouter tout simplement, parce que bien évidemment tout le monde va pas venir nous voir en disant alors j'ai adoré ci, j'ai adoré ça, mais on peut avoir des personnes qui disent tu vois j'ai bien aimé cette série, mais par contre je regrette qu'ils aient fait tel choix, etc. Donc ça permet nous aussi d'avoir un retour terrain de la part des lecteurs et lectrices, parce que nous notre rôle en fait c'est de sortir des bouquins mais qui plaisent au maximum, donc autant étudier ces éléments. Et après il y a bien évidemment toute une dimension on va dire iconographique en termes de représentation, où on est sur des univers bien évidemment extrêmement variés en termes de divertissement, et ce qui est important c'est que les personnes qui viennent à Japan Expo, elles viennent pour se divertir, et donc elles sont là notamment, elles passent sur le stand Glénat pour cet objectif, donc notre but c'est de faire en sorte d'y parvenir. En parlant de divertir, actuellement nous sommes en live sur Twitch. Je sais que Glénat a aussi une chaîne Twitch où vous êtes actif tout au long de l'année, et aussi à Japan Expo depuis maintenant, peut-être l'an passé, peut-être celle d'avant. On avait commencé l'année dernière, oui. L'année dernière. Déjà, est-ce que vous comptez réitérer peut-être encore pour cette année, et aussi pourquoi du coup ce choix de faire un petit plateau sur le stand Alors, on avait pu constater qu'au niveau justement des développements sur les réseaux sociaux, sur les communautés, le fait d'être suivi en direct, c'est quelque chose qui marchait très bien. Il y a qu'à voir au niveau des médias, je dirais traditionnels comme la radio, où ils se déplacent très régulièrement dans des salons du livre et autres conventions, en disant voilà, aujourd'hui on est dans telle ville, et on a voulu reproduire ça parce que on n'oublie pas en tant qu'éditeur que certes nous avons énormément de communautés qui viennent nous voir, mais nous avons aussi énormément de communautés qui aimeraient
voudraient venir à Japan Expo, mais qui soit n'en ont pas les moyens, pas le temps, pas la possibilité. Et on trouvait ça extrêmement frustrant en tant qu'éditeur de se dire on ne va privilégier que les personnes qui sont présentes. Le fait d'avoir proposé justement un studio en live pour partager, c'est justement que les personnes qui sont trop loin, qui ne peuvent pas venir, puissent vivre un tant soit peu de cette expérience. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau des lives, on avait fait en sorte que la programmation soit assez variée, avec par exemple des expériences comme Dr Stone, des interviews d'auteurs, d'autrices comme Vanra sur le processus de création, etc. Pour que, on va dire, chacun puisse goûter à Japan Expo, bien évidemment en l'occurrence par le prisme manga, mais voilà, pour pouvoir en profiter. Et donc vous aviez à la fois ceux qui ne pouvaient pas venir, qui profitaient de ces éléments, et ceux qui étaient à Japan Expo, qui pouvaient en même temps, je dirais, assister à cet aquarium où les gens parlaient et intervenaient. Et donc c'était, je dirais, un effet bénéfique pour tout le monde. Vous aussi d'ailleurs, vous êtes sur Twitch également pendant le salon, il y a des choses qui se passent sur la chaîne Twitch. On a toute la journée sur la scène Taquet, tous les programmes qui sont proposés sur la scène Taquet sont proposés aussi en live sur Twitch. C'est ça, donc c'est aussi un réel enjeu. Du matin au soir. C'est ça, c'est un réel enjeu de faire vivre Japan Expo en dehors aussi du salon, que ce soit pour les éditeurs comme pour vous, messieurs. Pour continuer un petit peu sur les partenaires un peu professionnels, il n'y a pas forcément que les échanges financiers, il y a aussi d'autres types de partenariats. Par exemple, un partenariat avec une marque de thé. Oui, voilà, on voulait proposer des bons thés aux invités japonais, notamment, qui boivent beaucoup de ce breuvage, n'est-ce pas? Et il se trouve qu'on a rencontré des fabricants de thé qui nous ont proposé un partenariat pour faire goûter leur thé à tous les professionnels. Donc du coup, nous avons la chance de pouvoir faire Dans les espaces pro. dans les espaces pro, de pouvoir faire goûter du thé. Du très bon thé. Au top. Ça tombe bien. En parlant aussi de ce qu'on peut offrir, il y a les dotations. C'est ça, c'est que donc on a toujours dit il y a plein d'animations dans Japan Expo. Plein d'opportunités de jouer à des jeux, participer à des quiz et ce genre de choses. Et en fait, les gens gagnent la monnaie virtuelle de Japan Expo qui sont les Gen. Et après, ils peuvent aller à la boutique des Gen. Et là, il y a plein de cadeaux qu'ils peuvent échanger contre les Gen. Et ces cadeaux-là, pour l'essentiel, viennent de tous les partenaires qui offrent ces dotations dans le but de faire plaisir à leurs futurs propriétaires. Donc c'est un moyen de faire découvrir des œuvres, c'est un moyen aussi juste de remercier la communauté. Parfois, il n'y a pas forcément des choses très complexes derrière, mais c'est ce qui permet d'animer les quiz et de donner aux associations suffisamment de produits pour récompenser tous les gens qui participent à la myriade, à la pléthore de petits jeux ou grands jeux, parce que quand on gagne un cosplay, évidemment, on ne gagne pas le même nombre de gènes que quand on participe à un quick draw ou un petit quiz. Quoi. Voilà, et on encourage tout le monde à donner quelques dotations pour faire connaître les séries, parce qu'effectivement... Après le placement de produit, le placement de demande. Voilà, hop, hop. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, on a de plus en plus de gens qui participent, et l'année dernière, on a eu cette tristesse d'être un peu à court de petits cadeaux, en fait. Donc, on avait... il restait une console, etc. Mais les gens qui avaient gagné quelques gènes et qui voulaient se prendre un manga, on était un peu à court. Donc, j'en profite, effectivement, pour... Tu fais bien de faire passer le mot. Le message est transmis. À Glénat, mais à tous les autres. Je veux dire... Vous accompagnez également sur plein de petits projets, même de gros projets, comme la chasse au trésor Kankama, mais aussi sur des expositions. Comme celle de Full Metal Alchemist, Naruto, etc. C'est ça, les expositions, en fait, là, on met à disposition les espaces. Et effectivement, sur Full Metal Alchemist, Kurokawa avait créé une exposition. Sur Albator, Kana avait fait une zone Albator avec le trône, etc. On pouvait se faire prendre en photo. Il y avait Jérôme Alquier qui était là, voilà. On avait des zones One Piece, Naruto, il y a plein d'occasions. On a également, alors ça c'est carrément avec le Japon qu'on avait travaillé l'exposition Gundam, puisque c'était les 40 ans de Gundam en 2019, donc on avait travaillé avec Sunrise, Atanime, Bandai Namco, pour mettre ça en avant à l'occasion de la venue de Monsieur Tomino, notamment. Voilà. Très très bien, et évidemment on ne peut pas les oublier, c'est les avant-premières, les projections qui sont venus aussi à Japan Expo, et ça aussi c'est un partenariat très important. Les avant-premières, je parle de projection, mais ça peut être des avant-premières en termes de projection, ça peut être des reveals de licences, des reveals de planches, parfois de dessins, il y a beaucoup de choses, et toutes ces avant-premières n'existent que parce qu'il y a des partenaires qui gardent
la primeur au festival pour révéler ce qu'ils auront montré. Donc c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire tout seul, nous, en tant que Japan Expo, parce que nous n'avons pas les licences et les contenus concernés, mais du coup, c'est grâce aux partenaires qu'on peut avoir autant d'avant-premières sur le festival. Très bien, là c'était pour les partenaires professionnels. Il y a évidemment les partenaires pour la programmation. On en a parlé beaucoup de la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines. Japan Promotion. Japan Promotion, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est culture traditionnelle en provenance du Japon. Donc ça, c'est un partenaire japonais. Mais on avait également une société qui s'appelait Cool Japan, avec qui on faisait le concours Tokyo Candle, donc un concours d'idol au Japon où le gagnant venait en France. On travaillait également avec une société pour Japan Expo Rocks, donc ça c'était des groupes de musique rock. Au Japon, pareil, on sélectionnait, le gagnant avait le droit à un joli temps de passage sur scène. Voilà, donc ça c'est vraiment des partenaires dans toute la partie programmation. Ou quand on a fait des show-match sur League of Legends... Avec Riot, c'est pareil, c'est des choses qui sont énormes à mettre en place et qu'on ne peut faire que grâce à l'implication des partenaires. Il y a 35% en gros de tout ce qui est présenté sur le festival qui est fait sous une forme de coproduction ou une autre. Sur les 800 heures de programme, grosso modo, qu'on a chaque année. Voilà. Très exactement, 39% d'événements en coproduction. Voilà, très bien. Et voilà, et on a aussi effectivement tout un tas d'associations avec qui on travaille, qui viennent présenter, alors la Fédération Française de Go qui vient présenter le Go, le Shogi, le machin, il y a plein de choses comme ça, où on travaille en partenariat avec des fédérations, avec des associations, pour proposer un maximum d'activités et d'animations. Et 7000 m2, là, en fait, c'est énorme, parce que c'est 7000 m2 de stand, c'est-à-dire ça compte pas tout l'environnement, les allées, les passages. Donc il y a énormément de gens qui s'investissent et qui permettent que vous puissiez vous plaindre en fin de journée, de vous dire voilà, ma journée est passée, j'ai pas eu le temps de tout faire. C'est grâce à eux, c'est grâce à notre collaboration. On en a fait un peu quand même, mais c'est grâce à notre collaboration que on arrive à avoir autant de choses à vous offrir et à vous faire. Tu parlais d'expérience et de s'amuser, de découvrir. Voilà. C'est l'objectif de tous ces gens là qui participent à Japan Expo en tant que professionnels, en tant qu'associatifs, qui viennent de France, qui viennent du Japon, qui viennent de partout dans le monde, parce qu'en fait, il y a la France et le Japon beaucoup, mais en vrai, des gens qui viennent de partout dans le monde, et c'est tous ces efforts que on veut saluer ce soir. Effectivement. Pour parler un petit peu de la communication et des partenaires dans ce domaine, évidemment, vous avez pléthore partenariats médiatiques, notamment dans la presse, la web, radio, télé, des échanges de visibilité avec pas mal de plateformes et de chaînes, des partenariats historiques avec de la presse comme Animeland. Oui, Animeland existait avant nous, donc évidemment au début on était très contents qu'ils aient les petits nouveaux. Maintenant on a bien grandi, ont connu la crise de la presse un petit peu aussi, donc on est content d'avoir pu continuer à travailler avec eux. C'est un média important pour nous, mais on a développé énormément de partenariats dans plein de domaines, parce que Animeland c'était vraiment manga, animation, et puis on travaille sur toutes les thématiques du festival. On peut voir, il y a Zoom Japon, sur la partie justement plus culture Japon. Après il y a Coyote Manga News en ligne, qui est arrivé plus tardivement, parce que ça a été avec l'avènement de l'internet, je ne sais pas si vous connaissez. C'est important pour nous parce que c'est grâce à ces partenariats-là qu'on fait savoir tout ce qu'on prépare avec tout le monde là, dont on vient de parler avant. Tout ce qu'on prépare, on peut le partager via ces partenaires médias. Il faut savoir que, par exemple, l'année dernière, on avait 19 partenaires médias. On n'aurait jamais eu les moyens, juste en achetant comme ça, clash, de mettre de la pub dans tous ces médias-là. Parce qu'il y a des choses comme France Inter, des choses comme les cinémas CGR, des campagnes de com dans les cinémas CGR. Si CGR n'a pas envie de s'impliquer dans le festival et d'aider à le faire connaître, nous, on ne peut pas acheter comme ça, c'est très très cher les emplacements dans les cinémas. Donc c'est hyper important et ça nous permet d'avoir, on a même la valeur, on peut la partager, c'est sympa. Oui. En gros, une campagne média d'un Japan Expo, ça vaut dans les 850 000 €. On n'aurait pas pu dépenser. Oui, et ça c'est en dehors des achats. C'est en dehors des achats, c'est juste les valeurs d'échange.
C'est-à-dire tous les efforts Après, il qu'on faut a fait acheter avec tout le monde. les réseaux d'affichage dans le métro et compagnie. Et c'est aussi un témoignage de la reconnaissance de notre marché. On a construit avec nos petites mains, là, tous ensemble, par le grand public. Parce que aujourd'hui, ça peut presque paraître normal, mais là, je parlais des cinémas CGR ou de France Inter ou même de Télérama avec qui on a été partenaires dans le passé. C'est des gens, il y a 20 ans en arrière, là, quand il y avait les étagères qui bougeaient, jamais ils ne se seraient intéressés à ce point au phénomène manga. Et c'est le fait qu'ils soient partenaires du festival aujourd'hui, c'est un témoignage, c'est un retour des choses et c'est la preuve que notre marché, en fait, a vraiment atteint une forme de maturité et de reconnaissance par tout le monde. Et c'est essentiel, quoi, parce que c'est aussi un super message à envoyer aux Japonais quand ils viennent sur le festival. Et c'est ce qui fait ce temps où on va parler de Japon partout, c'est un peu une fierté. Parce que on parlait des RP, mais toutes les RP, toutes les personnes des relations presse de tous les éditeurs, de toutes les grandes maisons du festival s'y mettent, et du coup tous les journalistes disent qu'est-ce qui se passe avec le Japon en ce moment-là, oula. Et du coup ils ont tous envie de parler de Japon, et ça permet d'avoir une méga mise en avant du manga, du dessin animé, et ça nous donne l'élan pour l'année à venir. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler qu'en parallèle à l'aspect, on va dire, grand public de Japan Expo, il y a aussi toute une partie business center où les ayants droit ont des rendez-vous et discutent, et ce qui est aussi une preuve supplémentaire de la légitimité de Japan Expo vis-à-vis des professionnels. Business Center est devenu le B2B. Les B2B. Mais on y est. On a bien compris le On message. prépare le futur du Par marché. exemple, tu fais bien d'en parler. Parce que, par exemple, toi, en tant qu'éditeur, tu viens peut-être aussi pour rencontrer des ayants droit japonais. Alors, moi non, parce que je ne suis que responsable éditorial, donc je m'occupe de publier les titres, mais il est certain que ma directrice éditoriale, bien évidemment, participe sur Japan Expo, mais a aussi un grand nombre de rendez-vous avec les ayants droit, et les deux, bien évidemment, se mélangent harmonieusement. C'est vrai que ça aussi, c'est encore un autre aspect qu'on abordera peut-être un autre jour dans une autre émission, parce qu'il est aussi très important. Le B2B Ouais, le Ah oui, B2B. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, si on le fait aussi. Mais je sais que c'est quelque chose qui pourrait peut-être intéresser. Moi, ça m'intéresse. Je veux savoir un petit peu comment ça se passe dans les salles obscures de Japan Expo. C'est très lumineux. C'est très très lumineux pour le coup. Ouais. Et du coup, voilà. Et puis en plus de tout ça, donc il y a tous les partenaires aussi qui s'impliquent dans tous nos événements hors les murs, ou qui dépassent juste le cadre de Japan Expo, comme le Mangaka Challenge qu'on a annoncé il n'y a pas longtemps, les Daruma, la Manga Week, les événements avec la FNAC ou encore avec la RATP qu'on est en train de préparer. Ça fait partie des choses qui vont faire parler de tout ce qui se passe dans le festival. C'est ça. En dehors du salon, il se passe quand même pas mal de choses. Des partenariats logistiques, évidemment. Tu as parlé des hôtels tout à l'heure. Oui, alors les hôtels, effectivement, l'année dernière, c'était en 2019. En 2019, c'était 6 hôtels partenaires et on a du coup 1372 nuitées qui ont été prises chez ces partenaires. Et effectivement, on a toute une sélection d'hôtels avec différentes gammes de prix qu'on propose notamment aux gens qui font venir des auteurs ou des choses comme ça, qu'on propose aussi au public parce que sur le site, on trouve régulièrement des bons plans où vous pouvez obtenir des tarifs préférentiels pour Japan Expo chez certains, dans certains hôtels. C'est la masse là qui motive. Voilà. Mais après, dans les partenaires logistiques, par exemple, ça fait des années maintenant qu'on travaille avec un installateur audio-vidéo qui s'appelle Match Event, qui sponsorise notamment la scène Take, mais qui est aussi à l'origine notre partenaire sur toutes les scènes en fait. Et du coup, avec qui on construit le développement du festival tous les ans, et qui, quand on a une envie d'un petit truc nouveau, machin, mais qu'on n'en a pas forcément rien, il sait nous accompagner là-dedans en nous disant écoute, ça c'est moi qui le prends en charge, t'inquiète, on va leur mettre un écran, ils vont en prendre plein la vue. Et voilà, donc c'est des gens importants. On parlait aussi des transports, donc on travaille avec des VTC. Chaque année, on propose des tarifs préférentiels pour les partenaires professionnels dans ce cadre-là. On avait aussi sur la scène Take, par exemple, Nvidia, Maxnomic qui était là pour les sièges, Nvidia pour les PC, pour toute la partie e-sport au final. Voilà, quand on parle d'échange et de co-construction, c'est aussi parfois juste pour accumuler tout le matériel qui est nécessaire à la production des différentes scènes, puisqu'il y a 15 scènes, c'est énorme, et chaque scène a ses trucs, quoi. Parce qu'on parle de... Quand vous voulez mettre un grand écran qui projette bien, derrière, c'est une technologie de dingue pour arriver à projeter en bonne qualité.
pour que tout le monde soit content, y compris l'ayant droit qui va regarder l'image en disant là, alors là, vous voyez dans l'angle là-bas. Et les fans qui après s'en prennent plein les yeux et qui se souviendront longtemps de leur expérience. Et ça se fait grâce à ces providers, à ces fournisseurs qui ont une connaissance de leur produit qui est incroyable, ou que parfois on challenge. François aime bien faire ça. Par exemple, on voudrait bien faire ça. Ils font, c'est-à-dire. Et puis après, ils vont le chercher et ils trouvent toujours des solutions. Très très bien. Et pour conclure, un des partenariats les plus importants, évidemment, c'est le partenariat marketing. Notamment, bon, tu l'as dit aussi, les sponsoring de scène. On l'a avec Match Event pour la scène taquée. Voilà, on a le Maxnomic et compagnie qui nous aident à avoir des produits. Et puis tous ceux qui nous aident à financer, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on se tourne vers le monsieur à qui on va donner le micro de festival, parce qu'on a quelques partenaires qui, en échange d'une certaine visibilité que vous ne voyez pas du tout derrière sur l'écran rouge, Voilà. Hop. Merci la régie. nous donnent de l'argent pour nous aider à aller encore plus loin dans l'organisation du festival. C'est là qu'on se tourne du coup vers Yong-Nae Kim, CEO de Picoma en France. Tout d'abord, tu peux te présenter très rapidement, peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore forcément. Tu as fait ta scolarité en France, tes études en France. Tout à fait, scolarité et les études en France. J'ai commencé ma carrière, en tout cas dans le secteur, avec Dailytoon, que j'ai quitté certaines années après pour rejoindre Picoma et Picoma Europe et commencer l'aventure Picoma en France. En 2021, tu es nommé du coup PDG de Picoma Europe, de la filiale Picoma du coup, et tu en es aujourd'hui le leader. C'est le leader dans la lecture numérique de manga et de webtoon. Ça c'est important de le dire. C'est vrai que là, vous êtes partout en ce moment là depuis maintenant presque un an. Ça fait un an que ça a été lancé Alors ça fait un an le 17 mars. Donc 17 mars. Ok, c'est passé un petit peu. Un an et un mois. Un an et un mois. Un an et un mois. Et le Pile-poil. 17 avril. On fait un an et un mois aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse un petit peu le lien avec Japan Expo. Du coup, comment vous en êtes venus à collaborer ensemble à Japan Expo? Pourquoi Japan Expo déjà dans un premier temps? Et comment ça s'est fait? En fait, quand on est arrivé en France, donc quand on a lancé le service en mars 2022, c'était une évidence pour nous en fait d'entrer en partenariat, notamment avec Japan Expo, pour la bonne et simple raison que Picoma, comme tu l'as dit, est la première application au Japon de lecture de manga et de smartphone. Le smartphone, c'est les webtoons. Et vu qu'on vient du Japon, on propose à la fois des mangas et des smartphones. C'était une évidence pour quel est l'événement, quel est le plus grand événement et l'événement le plus important en France sur la culture japonaise, Japan Expo, bien entendu. Et en plus, il y avait eu on a tous connu le période Covid avec le confinement, déconfinement. Et c'était également le retour de Japan Expo en 2022 après les années Covid. Et on a été ravis d'accompagner, et on est toujours ravis d'accompagner en fait Japan Expo pour l'an dernier, mais également pour cette année aussi. Ouais, parce qu'ils étaient partenaires officiels l'année dernière, mais Picoma est toujours avec nous, partenaire officiel cette année. Vous pouviez pas les louper, hein, je crois, l'an passé. Ouais, le petit éventail qui est au-dessus de moi, je pense que vous étiez nombreux à l'utiliser. C'était des bonnes. Ça revient ça ou pas d'ailleurs les éventails cette année? On peut le dire que c'est prévu? Alors les éventails reviennent, mais ça sera un peu différent. Un peu différent. Ils seront électriques. Une clim portable. Une petite manivelle pour le J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail du coup un petit peu du partenariat, notamment le jeu de la chasse aux étoiles. Oui, on avait fait l'an dernier notamment, puisqu'on travaille avec les éditeurs partenaires qui sont français, comme Glénat qui sont là juste à côté. On avait organisé une chasse au trésor, donc c'était un jeu de piste pour aller à la chasse aux étoiles du manga. Et Glénat en faisait partie, et l'idée c'était de se promener dans plusieurs stands, de flasher un QR code sur ces stands-là, et pour participer au final à un tirage au sort 100% gagnant, que l'on va réitérer cette année aussi d'ailleurs. Eh bien, on retrouvera ce petit jeu encore à Japan Expo cette année. Les éventails, ils reviendront sous un nouveau design aussi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais également, cette année, il y aura un stand dans le village éditeur, ce qui n'était pas forcément le cas, je crois, que l'an passé.
Tout à fait. L'an dernier, on avait un petit espace devant le hall 5 avec quelques poufs et quelques parasols. Cette année, on aura un stand dans le village éditeur également parce qu'on est également éditeur numérique sur certains titres, que ce soit manga ou smartphone d'ailleurs. Donc, on sera ravis d'accueillir les visiteurs ainsi que nos lecteurs et lectrices sur le stand. Très très bonne nouvelle. Également, en termes de chiffres un petit peu, Picoma, on est sur 4 millions de lecteurs, c'est ce que je vois, ce qui a été noté. 4 millions de lecteurs pour les smartphones, pour les romans, on a 30 millions de lecteurs. Alors, sur ce sujet-là, je pense qu'on parle de Pick Me Up. De Pick Me Up, ok, de d'accord. Pick Me Up, qui est la nouvelle série du studio Red Eyes, qui est à l'origine notamment de Solo Leveling, qui devrait arriver en fin de mois sur Picoma. Ah d'accord, ça sort en fin de mois sur la plateforme Picoma. Et dont j'ai le plaisir également d'annoncer que l'on invite la directrice artistique en tant qu'invitée à Japan Expo. Bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle. Mais tu nous as spoilé. Petit spoil, mais c'est pas grave, c'est cadeau. Ouais, c'est pas grave. Ah, Il y a vas-y, plein raconte-nous un peu, d'annonces, on va faire quoi? C'est pas grave, personne n'a entendu tout ça. Mais j'ai une bonne note, on a une vidéo teaser. Tout à de fait. Pick Me Up, on va se la mettre tout de suite. Et maintenant, c'est la vidéo teaser de Pick Me Up qui sort à la fin du mois. Ça va être la nouvelle série à retrouver sur Picoma, Pick Me Up, par le studio qui a fait Solo Leveling. Tout à fait. Et du coup, on aura les invités à Japan Expo, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'on pourra trouver? Qui on pourra trouver précisément à Japan C'est la directrice artistique, puisque les webtoons, en tout cas les smartphones, sont beaucoup produits en studio. Donc c'est la directrice artistique qui s'occupe notamment du projet dans le studio. Très bien. Et on pourra du coup la retrouver à Japan Expo cet été. Et ça, Tout c'est à fait. une très bonne nouvelle. On en reparlera. Je vous promets, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. On continue avec les activités. Et bon, les invités, on en a parlé. Mais les activités qu'on pourra trouver à Japan Expo. On a quoi de prévu pour cette année? Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus ou Il y a la saison 2 de la chasse aux étoiles que l'on va continuer à réitérer. Les éventails seront là avec quelques surprises. Et sur le stand, on prépare quelques animations. Je ne peux rien dire pour l'instant, mais ça sera très intéressant et amusant. Picoma, on retrouve évidemment de très très nombreuses séries. Vous travaillez déjà avec tous les éditeurs. Glénat aussi, vous êtes dessus. Et on pourra retrouver évidemment Picoma à Japan Expo tous les 4 jours du salon sur leur stand. On pourrait retrouver d'autres choses ou ça va être des activités, parce qu'évidemment vous ne vendez pas du physique, hein, ça on s'en doute bien, vous faites du numérique. Peut-être des smartphones. L'an dernier, on avait reçu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on avait du mal à trouver en fait le point d'arrivée pour la chasse au trésor. Cette année, ça sera très facile puisque ça sera le stand Picoma. Il faudra venir sur le stand pour récupérer et participer au tirage au sort. Aujourd'hui, Picoma, c'est combien de séries sur la plateforme en France? Alors, Picoma, actuellement, c'est plus de 30 000 chapitres qui sont disponibles, Ok. plus à peu près un millier de séries qui sont disponibles à l'heure actuelle, mais qui continuent de grandir chaque jour dans la mesure où on lance 30 smartphones à peu près par mois et à peu près une quinzaine de mangas par mois également. Donc, de nouvelles séries, pas la suite. Donc, on continue la publication de ce qui existe déjà, mais également, principalement des nouvelles séries qui arrivent chaque mois. C'est ça. Même tous les jours en fait. Pour vous, c'était une évidence, hein, je pense, de collaborer avec Picoma, qui est leader au Japon dans la lecture numérique. Vous qui... Ça a été une évidence à partir du moment où on a bien compris que Picoma voulait travailler avec tous les éditeurs, parce que l'objectif, quand on est partenaire officiel de Japan Expo, c'est quand même d'avoir sa marque qui est très exposée, et on ne voulait pas que ça puisse empiéter sur les actions menées par tous les autres éditeurs, tous les autres membres de la communauté professionnelle du festival. Et il se trouve que le premier truc que nous a dit Auré, c'est mais non, mais nous, on veut collaborer, on veut être partenaire de tous les éditeurs du marché, on va faire en sorte de travailler avec tout le monde. On lui a dit vas-y, prouve-le-nous, montre-nous-en. Et il est revenu avec ses partenariats. On a fait bon, c'est bon, viens. Et pour nous, ce qui était magique, c'est qu'en fait, c'est un service qui cartonne au Japon.
Et que quand ce service qui cartonne au Japon vient en Europe ou en France, et se dit tiens, on va faire notre promo, comment on va se lancer, ils choisissent Japan Expo comme marchepied pour se faire connaître. Et pour nous, c'est juste d'un point de vue symbolique, quoi. C'est juste fou. C'était les débuts, enfin, quand le partenariat a commencé du coup l'an passé, Picoma venait d'arriver vraiment en France, c'était le tout début. Vous aviez choisi Japan Expo pour. Et quand il nous a présenté Picoma, c'était tout en japonais. Hein. Ah, Au début, il n'y avait rien de traduit. Si, vous inquiétez pas, tout sera traduit. Oui, bien sûr. Merci, monsieur. Et on l'a fait. Et ils l'ont fait. Et voilà. Et c'est vrai que pour nous, c'était une aventure très particulière. C'est la première fois aussi. On avait un partenaire officiel aussi impliqué dans le festival. Ça a été un travail titanesque parce qu'il a fallu repenser toute la signalétique, les endroits où on pouvait montrer des logos nouvelle forme. En plus, ça correspondait pour nous à un changement de charte graphique, donc c'était juste magique. Et ça nous a appris à travailler aussi différemment parce qu'on a beaucoup échangé et beaucoup collaboré. Ça s'est pas fait de manière instantanée. On parlait du temps qu'il faut pour organiser les stands. Ce genre de partenariat s'est monté, ça a généré beaucoup de réunions chez nous, beaucoup de réunions avec Pico. Beaucoup. Voilà, pour trouver tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait changer. Eh bien, je pense que vous l'aurez compris avec tout ce qu'on a pu dire ce soir, mais autour de Japan Expo gravitent de nombreux partenariats, de nombreux partenaires qui gravitent autour du salon. Le Japan Expo, ça se fait pas en 2-3 jours, hein, mais ça se fait vraiment tout au long de l'année avec moult de personnes qui sont autour et qui œuvrent à ce que ces 4 jours soient une vraie fête autour du manga, de l'animé, des smartphones également. Et c'est plutôt une très bonne chose. Merci beaucoup Benoît qui va devoir nous laisser pour ce soir, mais en tout cas c'était, on te redonne un petit peu le micro si tu veux donner un petit mot de la fin, mais en tout cas c'était un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. J'espère que tu reviendras pour j'imagine qu'il y aura d'autres Japan Expo, donc oui. J'espère bien. Merci beaucoup d'être venu et merci à Glénat de nous suivre depuis si longtemps. C'est un réel plaisir. Quant à nous, on va continuer quand même l'émission avec le bilan des 2 dernières semaines de Japan Expo. C'est Et toujours en présence de Youngray. Évidemment, toi tu restes avec nous jusqu'à la fin. Je reste. Et tu auras... on aura des choses encore à se dire. On va continuer l'émission avec le journal de bord. C'est parti, jingle. On continue avec le journal de bord et nous avons pas mal de choses à se dire, messieurs, ce soir, avec notamment un état des lieux sur la programmation de Japan Expo. Ouais, bah ça avance bien. Donc on a tous nos projets. Ouais, on voulait faire un petit topo parce qu'on en avait déjà parlé un petit peu, mais là, on en a profité pour sortir quelques statistiques parce que la quasi-totalité des projets donc sont finalisés, à part quelques coups de fil surprises voilà, qu'on a eu aujourd'hui, qui vont se retrouver effectivement certainement à nous faire une visite éclair mais sympathique. Mais sympathique. Voilà. On peut considérer que grosso modo, on connaît déjà aujourd'hui la quasi-totalité de ce qu'il y aura au mois de juillet. C'est juste qu'on attend de contractualiser pour pouvoir les annoncer. Ouais, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout annoncer d'un coup. Et il faut savoir que du coup, on se retrouve quand même sur des scènes qui sont déjà bien remplies, puisque on a effectivement atteint un taux de remplissage moyen. On est à quoi? 65%? 65%, oui. Voilà. 65%. Et donc, on va pouvoir, dans les prochaines semaines et dans les prochaines émissions, vraiment s'attarder sur tout ce qu'on a prévu. La scène Ichigo, on est à 87%. La scène Yuzu, qui a un petit souci de comment on peut dire ça, d'avant-première, parce que les soirées avec le Osoda Film Festival en 2022 ont, semble-t-il, fait parler d'elle, et là on a je sais pas, 4 à 5 fois plus de gens qui veulent et on n'a pas plus de place, donc on est en train de voir comment on va faire pour essayer d'accueillir tout le monde. Et sur des scènes qui sont remplies à 100%. Voilà, Sakura, donc la scène plutôt culture traditionnelle, Tsubame, la scène de musique, et Sora, scène d'activité avec tout un tas d'associations. On est déjà complet là-dessus, donc on est vraiment en train de pousser les murs. On en a déjà parlé, mais
comme on a décalé l'arrivée à 9h30, on a décalé la fermeture à 18h30. Pour ceux qui ont le billet Zen, le Fastpass, etc., ils auront de la programmation dès le début. Donc on a rallongé un petit peu les journées, mais malgré tout ça, on a aujourd'hui plein de sollicitations qu'on reporte à 2024 au final. Ouais, ou plus loin. Ou plus loin. Et on a quand même validé notamment les jours de venue De Tsukasa Ojo, parce Tsukasa qu'on Ojo. nous le demandait beaucoup. Comme le disait Benoît, c'est vrai que ça se fait en plusieurs étapes. Après avoir eu son feu vert à l'annonce de sa venue, maintenant on a son feu vert à l'annonce de ses jours de présence. Donc il sera là 3 jours sur le festival, le jeudi, le samedi et le dimanche. Vous avez été régulièrement nombreux à nous poser la question sur quand est-ce qu'il est là, parce que j'attends pour prendre mon billet, etc. Et bien voilà, c'est officiel, monsieur Ojo nous fait le plaisir d'être là jeudi, samedi et dimanche. Très bien. On continue avec plusieurs arrivées de l'équipe Japan Expo. Voilà. On a le plaisir d'accueillir Mélanie, la stagiaire community manager, et Tina qui est là en renfort pour de l'équipe programmation. Mais on aimerait bien pouvoir en annoncer plus en vrai. Oui, parce que un petit peu comme on le fait depuis plusieurs émissions, on est toujours à la recherche de plusieurs profils, donc notamment en ce qui concerne la gestion de la ressource humaine. On cherche un assistant administratif, on cherche un assistant ou assistante marketing, on cherche un ou une infographiste. Voilà. Et on cherche plein de gens. Et on cherche plein de gens pour pendant, puisque voilà, on a ouvert la campagne de recrutement pour les saisonniers. Alors pour l'instant, c'est uniquement pour les gens qui ont déjà participé à Japan Expo, c'est-à-dire qui ont déjà été staff, que ce soit en 2022 ou avant d'ailleurs. Mais là, clairement, on ouvre les campagnes. Donc pour ceux qui ont déjà leur compte sur le site, vous pouvez aller postuler. On continue avec les recrutements Japan Expo. Et du coup, on a les 3 campagnes qui sont ouvertes. La campagne générale, toujours pour les anciens, hein. La campagne générale, les interprètes et les chauffeurs. Et pour les interprètes, c'est pour être sur scène. Il faut avoir... On a 2 types d'interprètes, en fait, présents. Ceux qui sont sur scène et qui ont besoin d'un bon français, qui doivent être à l'aise sur scène. Parce que parfois, ils se retrouvent en face de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Et il y a ceux qui accompagnent les invités, qui doivent avoir, à l'inverse, un très très bon niveau de japonais, mais qui sont souvent moins exposés au public. Voilà, parce qu'effectivement, on fait vraiment la différence entre l'accompagnateur et l'interprète pour que les conférences soient le plus agréables possible. Le plus agréable possible, le plus efficace. C'est vraiment des compétences qui sont très différentes. Donc, si vous parlez japonais, que vous avez envie de travailler chez nous, réfléchissez bien à quel genre de rôle vous voulez remplir. Et puis, en fonction de votre niveau de japonais qui sera testé, on vous dira si c'est possible. Et simplement parce que j'ai pas précisé, donc sur la campagne générale, on cherche vraiment de tout. Ça va des gens qui vont être à l'accueil pour contrôler les tickets, les files d'attente pour diriger les gens, la gestion du public à l'intérieur, la gestion des différents espaces pro, etc. On a généralement entre 350 et 400 personnes à embaucher. C'est ça. Ces dernières années, c'était ces chiffres-là. Donc, faut pas hésiter à postuler. Là, on ouvre pour les anciens parce qu'on veut d'abord voir un petit peu combien de gens reviennent pour savoir combien de nouveaux on va chercher. Et la campagne pour les nouveaux devrait ouvrir d'ici la prochaine émission. Et vous pouvez retrouver tous les posts dont on a parlé avant, parce qu'on est allé un peu vite, vu que l'heure tourne, sur le site web de Japan Expo. Et vous avez aussi des liens pour aller postuler. Très très bien. Les billets zen aussi. On a pas mal de choses à se dire. Alors les billets zen, oui, on voulait faire un petit point parce qu'effectivement ça... On était un peu surpris. Très agréablement surpris. Habituellement, la fin des ventes de billets zen, c'est plutôt fin mai. Et là, si ça continue à ce rythme-là, d'ici 15 jours, 3 semaines, il n'y en aura plus. Donc, il y a des chances qu'à la prochaine émission, on vous dise ça y est, c'est fini pour cette année. C'est sûr qu'il reste 10%, c'est ça? C'est ça, 10% des billets, Très bien. Et ils se vendent à un rythme qui nous fait dire que ça va finir vite. C'est ça. Et concernant un petit peu les... s'il y a des commandes pour plus d'une personne. Oui, c'est faut préciser les adresses. Effectivement, sur les billets zen, comme on l'avait dit à plusieurs reprises, les badges sont envoyés tous les mois aux gens qui ont acheté leur ticket. Alors pour ceux qui habitent en France métropolitaine. Mais du coup, effectivement, si vous achetez 4 billets zen pour 4 personnes, si vous ne nous donnez pas les 4 adresses, tout sera envoyé
à l'adresse de l'acheteur. Et si jamais les badges nous revenaient parce que effectivement l'adresse est incorrecte, on va les garder et ça sera une remise sur place. On ne fera pas de renvoi parce que c'est toute une logistique. Donc on ne fera pas de renvoi pour les gens qui n'auraient pas pu récupérer leur badge par la poste, mais il sera disponible le jour J sur place sans souci. Et comme on le voit dans le chat, il y a déjà des gens qui l'ont reçu, donc c'est plutôt très très rassurant. C'est ça. Et sujet qu'on avait abordé suite à Japan Expo de l'an passé, c'était le point un petit peu sur le prestataire de nettoyage. Oui, bah on a eu plusieurs réunions depuis l'année dernière et là on a fait une belle réunion, bon rendez-vous avec eux, avec leur nouvelle équipe aussi parce qu'ils sont en train de se restructurer. Le Covid est passé par là aussi, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais on est en train de mettre en place des moyens plus importants parce que l'année dernière, on a été un petit peu surpris, mais il y avait un problème de propreté qui est dû effectivement à la période pandémie qui avait un peu désorganisé, je pense, notre prestataire, mais surtout le fait qu'il y avait beaucoup plus de déchets à gérer parce que vous avez été plus nombreux à acheter, vous avez été plus nombreux à manger, etc. Et donc il s'est retrouvé un peu débordé par tout ça. Donc là, on va anticiper un dispositif plus important pour que l'expérience Japan Expo soit une expérience propre. On va bien avancer sur plein de sujets. Concernant le bilan des 2 dernières semaines. Il y a un petit truc journal de bord qui manquait là, c'est ça y est, on a choisi toutes les couleurs de moquette parce que ça sert à diriger les gens dans le salon. On dit quand vous arrivez, suivez la moquette orange, puis la bleue pour aller en Ichigo par exemple. Ça a été choisi parce qu'en fait, nouvelle écologique oblige, toute la moquette a changé et on n'a plus les mêmes couleurs à donc on a tout remis en place aujourd'hui et ça va être finalisé. Donc d'ici, je pense, quelques semaines, on va publier une première version du plan avec tout le zoning des différents espaces du festival, quoi. Ok, très très bien. Écoutez, on va continuer du coup l'émission. Je sais que c'est un moment que vous attendez plutôt pas mal. C'est les questions-réponses. C'est parti, jingle. On est parti du coup pour les questions-réponses. Juste après ça, on aura toutes les annonces de l'émission. Et parce qu'on a le plaisir aussi de t'avoir avec nous, vous pouvez poser des questions pour Picoma aussi. Voilà, pour Picoma. Si vous avez des questions autour de Picoma et surtout à Japan Expo évidemment, et du partenariat. Voilà, on a parlé de plein de sujets, plein de thèmes aujourd'hui. Vous avez champ libre dans le chat et on va pouvoir y répondre. Qu'est-ce qui justifie le choix des auteurs ou des invités qui interviennent à Japan Expo? Je vois déjà d'ici. Est-ce que c'est la popularité? Est-ce que c'est à la fois des envies éditoriales qu'on peut avoir en tant que festival, mais ça répond aussi aux enjeux de stratégie de promotion des éditeurs et des partenaires. Je pense que tu peux dire, toi, peut-être votre démarche. Oui, en fait, la démarche est multiple. Il y a plusieurs raisons et il y a plusieurs conditions et critères qui existent, notamment pour la sélection des auteurs et des invités. Pour nous, en tout cas, par exemple, pour cette année, il y avait donc dans la mesure où Picoma propose à la fois des mangas et des smarttoons, il était évident pour nous de pouvoir inviter cette année en tout cas des auteurs smarttoons, mais également des auteurs de mangas. Je ne peux pas vous annoncer à l'heure actuelle qui seront ces auteurs, mais on a également l'intention d'inviter des auteurs mangas cette année. Donc ça se fait notamment en collaboration, comme l'avait très bien dit Benoît de chez Glénat, avec les ayants droit. Donc c'est des longues négociations, des mois et des mois en amont, pour pouvoir finaliser non seulement leur venue, donc il faut qu'ils valident leur venue, et après il y a le calendrier, il y a le programme, etc. Donc ça met quand même beaucoup de temps à se finaliser. Très bien. On continue avec Yukihime Kitsune qui demande est-ce qu'il est possible pour les éditeurs ou pour les partenaires, on va dire, de Japan Expo qui offrent des goodies pour l'achat de mangas ou d'autres choses sur leur stand, d'annoncer les goodies en avance? Est-ce que sur les réseaux sociaux, Glénat qui était là il y a quelques minutes avec nous, je pense que la plupart le font. Ils le font.
Ok. Je pense que la plupart le font. Après, il y en a certains qui veulent aussi garder la primeur et qui veulent donner une forme de surprise en fait aux gens en disant venez sur le stand et vous verrez tout ce qu'il y a. Ça dépend vraiment des stratégies de chacun. Après, je trouve que quand même de plus en plus ils se mettent à partager, voire même à donner des rendez-vous jour par jour avec différents goodies. Donc il ne faut pas hésiter à suivre tout ça sur leurs réseaux sociaux. Quand on est partie prenante de ce genre d'animation, on le partage aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exposants. Donc le mieux, c'est de suivre chacun des exposants et de voir ce qu'ils ont envie de dévoiler ou pas. Question de Ola Drawings qui demande vous avez parlé des partenaires éditeurs. Est-ce qu'il serait possible de créer un espace d'échange avec les auteurs indépendants de mangas français, ils sont nombreux apparemment, qui sont très professionnels aussi et qui font de leurs propres œuvres en fait, qui sont peut-être moins commercialement exploitables que One Piece et Naruto évidemment, mais des espaces peut-être, donc ce que je comprends hein, pour résumer, des espaces entre des auteurs indépendants et des éditeurs dans Japan Expo. Les stands passion font une partie de la réponse. Ouais, alors après si c'est des rencontres. C'est pour des rencontres avec rencontrer les éditeurs. Oui, des espaces d'échange. Rencontrer le public. Des espaces d'échange, on en a fait pendant plusieurs années. Le problème, c'est que les éditeurs sont très occupés sur Japan Expo et n'avaient pas forcément beaucoup de temps pour accueillir les futurs dessinateurs de leur manga ou autre. Ils sont déjà très sollicités. Et ils sont très sollicités toute l'année en fait. Donc c'est quelque chose qu'on a évoqué avec eux et qui semble pas être parmi leurs priorités. Donc pour l'instant, c'est pas prévu de remettre en place ce genre de speed dating où ils voyaient des books de manière assez intensive. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aura des auteurs de manga et de webtoon? Évidemment, il faut rester jusqu'à la fin pour avoir toutes les annonces chaque semaine, à chaque émission, on fait des annonces. Donc même s'il n'y a pas d'annonces concernant, et je crois qu'il y en aura certains quand même ce soir, restez bien, voilà, à chaque fin d'émission il y a des annonces et je suis sûr qu'il y aura des auteurs de manga, de webtoon, etc. Comme d'habitude. Vous engagez-vous à répondre aux exposants créateurs et à échanger avec eux alors c'est concernant toutes les questions qui semblent vous fâcher, posées en public, mais généralement ça ne nous fâche pas, mais c'est juste qu'on y a déjà répondu. On y a déjà répondu, on a juste pas le même avis sur la position qu'on a. Simplement, il y a différents types de stands. Donc à un moment donné, si vous voulez passer outre cette limite-là, il faut passer à la gamme de stands supérieure. On n'a pas vraiment d'autres réponses à apporter. Et il y a une émission Twitch que vous pouvez voir en replay sur la chaîne YouTube du festival où on a déjà parlé des stands, de tous les types de stands pour les créateurs et où on a expliqué cette position par rapport aux 12 euros. Et comme dit Jean-François, certes, on peut ne pas être d'accord sur les différents points, mais on a apporté notre réponse. D'accord. Voilà. Et tu parlais de différents. On a plein d'artistes qui prennent des stands effectivement qui n'ont pas cette limite à 12 euros. On a plein d'artistes qui prennent même des coups de pouce. Donc ça, c'est la gamme au-dessus. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme professionnelle et que malheureusement il y a certains d'entre vous qui ne puissent pas se permettre de prendre la gamme au-dessus, etc. On en est triste, mais malheureusement actuellement nous les paramètres qu'on a mis en place sont ceux qui nous conviennent et on pourra pas encore une fois comme on l'a déjà expliqué revenir dessus, mais voilà. Et pour les histoires de triche et d'injustice, c'est vrai que la triche, c'est injuste, on est tout à fait d'accord avec ça. On a bien noté, parce que c'est revenu dans plusieurs lives aussi, qu'il y a eu ce genre de problème. On a alerté le service concerné, qui sera sans doute beaucoup plus vigilant cette année. Nous, on part du principe qu'on veut faire confiance aux gens. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas être derrière tous les stands, parce qu'il y en a beaucoup, mais puisque ça a l'air d'être beaucoup plus généralisé qu'on ne le pense, on va forcément avoir un œil particulier cette année. Donc, si vous en connaissez qui trichaient, prévenez-les et dites-leur de se méfier.
Très très bien. On continue avec une autre question. Quel était le partenaire qui a offert une canette de café le matin au BSN Japan Expo l'an passé? Est-ce que vous vous souvenez? Qui est intéressé apparemment, peut-être qu'il veut- Très précis comme question. Précis Ouais. comme question. Franchement, Oui, c'était un exposant. Oui, c'était un exposant japonais. Non, pas japonais. Je ne sais plus. C'était un exposant. ouais, Ah oui, qui- genre ceux qui font l'épicerie et tout ça. Voilà, qui avait ça et qui, comme ils en avaient vraiment beaucoup et que les dates de péremption approchaient, ils ont fait d'une pierre deux coups en se faisant de la pub et en vous offrant ce cadeau-là. Autre question pour Picoma. Est-ce que vous allez inviter aussi des artistes? On a commencé un petit peu à teaser, hein, je crois. Tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous envisagez de ramener du coup des auteurs, que ce soit de Smartoon ou de manga, qui sont publiés chez Picoma? Oui, cette année, on va inviter des auteurs, notamment sur Smartoon, j'en avais brièvement parlé. Donc, on va inviter la directrice artistique de la série Pick Me Up qui va sortir fin de ce mois-ci, en exclusivité sur Picoma, qui est également un studio. Enfin, la série est faite par le même studio que Solo Leveling, et l'histoire est un peu différente, mais en tout cas, ça reste dans la même veine. La qualité graphique est toujours là. Faite par un studio. Et sur la partie manga, alors je ne peux pas te dire à l'heure actuelle qui ça sera, mais oui, il y aura des invités également manga par Picoma. Bonne nouvelle, même si on n'a pas forcément les noms pour ce soir, mais on annoncera ça dans les semaines et mois à venir, ça j'en doute pas. Et puis comment en Belgique alors? Parce que ça a l'air d'être une question qui tient à cœur. Effectivement, Alors, Picoma en Belgique, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que c'est des histoires en fait derrière de licences et de territoires sur les droits qui sont disponibles. En tout cas, pour l'instant, l'ouverture sur la Belgique n'est pas encore prévue. Cependant, on reçoit beaucoup de messages sur la Belgique, sur les réseaux sociaux. Donc, on y réfléchit. Voilà, c'est dans les cartons. En tout cas, ils y réfléchissent et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos amis belges. On continue avec une autre question. Est-ce que vous avez une idée de l'âge moyen d'un visiteur de Japan Expo? Oui, c'est autour de 23 ans. 23 ans quand même, d'accord. Ok. Voilà. Mais Est-ce que ça évolue après, il y a un écart type qui est assez Ça a important. évolué depuis le début de Japan Expo, la moyenne d'âge? Ça vieillit un petit peu. Un petit peu, ça vieillit un peu, mais ça rajeunit parfois. On est toujours à peu près dans cette tranche d'âge avec. Disons que le cœur de cible reste le même, donc Voilà. la moyenne d'âge reste la même, mais on a de plus en Les plus anciens. de gens qui sont plus âgés et on a de plus en plus de jeunes aussi. Donc, vraisemblablement, les visiteurs du début ont vieilli et viennent avec leurs enfants, par exemple. Voilà. Pour la directrice artistique invitée par Picoma, est-ce que c'est comme pour un mangaka ou ses assistants, ou est-ce que c'est différent? Comment ça se passe un petit peu dans les studios Alors, comme ça? c'est vrai que c'est un peu différent dans la mesure où le mangaka et ses assistants, on va dire que c'est des ateliers. Majoritairement et de plus en plus, en fait, en Corée, lorsque les webtoons et les smartphones sont produits, c'est également le cas en Corée, mais également au Japon, ce sont des studios qui sont derrière. Donc, ça ressemble beaucoup plus, en fait, à des studios d'animation que des ateliers de mangaka. C'est pour ça qu'on parle que la personne que l'on invite, notamment pour Pick Me Up, est une directrice artistique qui s'occupe du studio et du projet Pick Me Up au sein de ce studio. Très bien. Envisagez-vous d'inviter plus de seiyuu à l'avenir, donc de comédiens de doublage japonais à Alors, on l'avenir? en a invité. On en a invité plein par le passé, mais c'est vrai que ce sont des gens qui sont très demandés au Japon. Qui sont très occupés et qui du coup n'ont pas du tout la même logique en termes de promotion que peut avoir un mangaka quand il va être invité par Glénat ou d'autres. Et les seiyuu, il faut bien voir qu'en ce moment il y a vraiment une reprise très importante qui fait qu'ils sont jamais disponibles. On parlait l'autre fois avec un studio d'animation japonais qui attend depuis 2 ans de faire la saison 2 de sa série parce que les seiyuu de la saison 1 Ils sont pas déjà dispo. tout bookés ailleurs. Donc c'est des gens qui sont assez difficiles à bouger et qui auraient un mode de fonctionnement plus proche des acteurs américains à la limite. C'est-à-dire qu'au Japon, ils font assez peu de dédicaces, etc. Et donc on rentre dans un modèle où il faut peut-être avoir de la photo payante, de la dédicace payante.
Donc pour l'instant, c'est pas forcément une priorité c'est pas là où quand on peut en avoir, parce qu'il y a un éditeur qui veut faire de la promo autour d'un titre ou autre, on est ravis de les accueillir. Mais les seiyuu en eux-mêmes, c'est un univers un petit peu différent. Et puis en plus, ils sont pas très voyage. Ils sont pas hyper voyages, ils sont vraiment sursollicités, comme disait Jean-François. Avec l'avènement des plateformes de streaming, la production d'animés pour notre plus grand plaisir a franchement augmenté. Le nombre de seiyuu, pas forcément. Donc du coup, ils sont sursollicités, c'est un truc de fou. Et c'est vrai qu'on se dirige vers des modèles plutôt à l'acteur américain que vers ce qu'on a connu jusque-là. Et comme nous, on n'en fait pas beaucoup de ce genre de modèle pour le moment, c'est pas quelque chose dans lequel on est allé ou on veut aller comme ça. On ira par petites touches. Après, on a les contacts nécessaires au Japon le jour où on veut se lancer pour aller dans ce genre de choses. Mais pour l'instant, on préfère les événements qu'on a pu avoir par le passé, comme avec Pokémon, comme avec Evangelion, Naruto. Enfin, on a eu plein de seiyuu qui sont venus dans le cadre de ces événements-là. Et souvent, en plus, ils vont beaucoup plus loin quand ils sont là en promo que quand on les invite, parce qu'il faut absolument aller en dédicace, faire beaucoup de photoshoots et tout. Ils sont encore vraiment concentrés là-dessus. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va le répéter parce que je vois une question notamment concernant le stand Picoma. Il y aura bien un stand du coup Picoma cette année à Japan Expo, contrairement à l'an passé. Oui, c'est bien un ça. petit espace à l'entrée. Alors cette année, on aura bien un stand Picoma dans le village éditeur d'ailleurs, qui sera le point d'arrivée, notamment de la chasse au trésor, de la chasse aux étoiles, que l'on réitère cette année. Très bien. Concernant l'application Japan Expo, Et puis il va être fou leur stand. Hein. Ils disent pas là espère. comme ça, il peut faire, mais ça va être ouf. Surprise. on a hâte de voir ça. L'application était top du coup l'année dernière. Vous remettrez ça en place pour le système de tirage au sort pour les dédicaces. Oui, Ça, c'est ça en va train d'être mis à jour pour être aux couleurs et aux dates de l'édition 2023. Et on gardera ça. On a pris en compte un certain nombre de retours qu'on avait vus sur certains dysfonctionnements ou incompréhensions. Donc on va espérer que les expériences seront encore mieux cette année. Très bien. Les points Rakuten gagnés l'année dernière et non dépensés sont toujours disponibles pour cette année. Eh bien, c'est une super question parce que Rakuten Pay revient, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vous propose qu'on leur demande dans les 2 premières semaines et on y répondra la semaine prochaine parce que j'en ai aucune idée. Comme ça, je dirais que oui, s'il n'y a pas de raison, mais autant leur demander la validation et on vous confirmera ça dans 15 jours. Donc revenez pour la prochaine émission, on vous donnera la réponse. Très bien. Est-ce que le nombre de visiteurs de Japan Expo a été impacté de façon positive ou négative par rapport au Covid ? Évidemment, on a été enfermé pendant quelques temps dans le pays. Comment on le regarde. En 2020, on a fait 0. En 2021, on a fait 0. Ça a eu un impact. En 2022, on a fait un peu plus. L'édition 2022. Et en 2022, on a fait 254 000, là où en 2019, on avait fait 252 000 visiteurs. Voilà, il y a eu plus de visiteurs. Il y a eu plus de visiteurs. A priori, les gens étaient contents de pouvoir ressortir et revenir à Japan Expo. On espère que cette année, on continuera dans cette tendance-là. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas ? Après, on l'a déjà dit, mais l'objectif, c'est pas forcément d'avoir toujours plus de gens. Hein. Le vendredi, en 2019, on a été amené à fermer définitivement les ventes et tout ça, parce qu'on avait atteint un seuil de ce qu'on considérait comme un nombre de gens maximum pour que ce soit vivable à l'intérieur. C'est ça. On a eu déjà des retours de gens qui ont trouvé que le vendredi, on était très 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 nombreux, donc on n'ira pas plus loin que ça. Et ce qui a changé, c'est plus par rapport à notre changement de date, au fait. C'est ça, qui du coup a changé les jours de pression. Traditionnellement, le grand jour où il y a énormément de monde, c'était le samedi. Et ça s'est transféré au vendredi. Le vendredi, on était sold out. Donc on a fait le maximum et c'est la première fois depuis 21 ans que ça nous arrivait. 21 éditions d'ailleurs, parce qu'il y a avec les années machin. 21 éditions que ça nous arrivait. Et donc du coup, aujourd'hui, le conseil qu'on peut avoir pour ceux qui ont trouvé que le vendredi l'année dernière c'était trop, venez le samedi ou le dimanche, quoi. Voilà. Pour toi, du coup, dans combien de pays Picoma est-il présent ? Et la France, c'était le combienième finalement dans l'ordre Alors, question très intéressante. Picoma est présente au Japon et en France, donc dans 2 pays. Donc la France est le premier pays en dehors du Japon
dans lequel Picoma est présent. Écoutez, Cocorico. Hein. On est numéro 2 sur 2. Et en même temps, on est les plus gros consommateurs de manga, on est fans de manga, nous ici en France, et pour moi c'est logique qu'on Alors soit. c'est la classe ou bien? Donc c'est plutôt cool. On parle beaucoup de VTubers hein, dans le chat, comme d'habitude. Je sais que les gens Ça a veulent des VTubers. beaucoup avancé par rapport à Ouais, l'année ça avance, dernière ça progresse, et ça on progresse. devra avoir des bonnes nouvelles pour ceux qui sont impatients et pour tous en fait parce que ça sent bon pour cette année. Bon, on va pas vendre la peau du VTuber avant de l'avoir attrapé. Attrapé. J'ai une petite crainte. Qu'est-ce que tu veux faire avec un VTuber? Déjà l'attraper pour un YouTuber virtuel, c'est pas facile, mais du coup, ouais, concrètement, on a bien avancé. Alors, on a vu dans le chat un certain nombre d'agences de VTubers citées. Bah oui, il y en aura vraisemblablement d'agences qui vont venir. Comme on l'a dit la dernière fois, déjà, on les a rencontrés. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que, Voilà. ça veut dire historiquement dans l'émission, les VTubers, on les demande à chaque fois. C'est ça. Donc on a rencontré Donc, des agences VTubers, on a discuté. Les discussions commencent à s'approchent de leur terme. Mais écoutez, je sens que ça va faire de nombreux heureux dans le chat. Est-ce qu'il y aura un stand de Genshin Impact comme l'an passé? Nintendo également, j'ai vu dans le chat. Nintendo, oui. MiYoYo, je sais. Oui aussi. Oui, tout le monde sera là. Tout le monde sera là Très pour, très oui. pour cet été. Ça va être plutôt cool. Est-ce que vous vendrez des goodies sur le stand Picoma? Je l'ai vu passer aussi celle-là. Alors non, on ne vendra pas de goodies. Les goodies seront disponibles pour notamment les personnes qui participent aux animations surprises sur le stand et ainsi qu'à la chasse aux étoiles. Très très bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on va conclure là pour les questions. Encore une fois, si vous avez des questions, je sais que vous êtes nombreux à avoir encore plein de questions. On y répond à chaque émission, donc 2 fois par mois, à 20h. Le lundi, là c'est vrai qu'on a eu un gros thème bien chargé avec des invités. Donc malheureusement, on a un peu moins de temps sur les questions et on a encore de très belles annonces à vous faire. Mais avant ça, on vous fait gagner des cadeaux. Et cette fois-ci, c'est Posca. La marque de feutre, de dessin, nous fait le plaisir de vous faire gagner des Posca 15. Du coup, les 15, c'est vraiment une gamme précise avec tote bag et feutre à gagner. Pour 3 gagnants, il faut taper tout simplement feutre dans le chat. Feutre, F-E-U-T-R-E. Vous avez quelques minutes pour participer, pour gagner ce magnifique lot. Au singulier, Uniball. au singulier. C'est ça, on remercie Uniball pour ce petit cadeau qu'on vous fait ce soir, feutre au singulier, effectivement, sans le S à la fin. Et on va vous faire les annonces, le temps du coup de reveal les 3 gagnants. On est parti pour les annonces de la semaine, c'est parti, jingle. On est parti du coup pour les annonces de la semaine. Et messieurs, on attaque avec du très très lourd, un grand mangaka. Un grand mangaka qu'on avait déjà teasé un certain nombre de fois, mais qui est définitivement confirmé. C'est ça, c'est signé, c'est acté, c'est gravé dans le marbre. Maintenant, il sera là. Mais il est plus mangaka par contre. Mais il est plus mangaka. Parce qu'il est devenu député. Donc il va être là en tant que mangaka, puisque c'est effectivement monsieur Akamatsu Ken, Voilà. l'auteur de Lovina, Magister Negima et tant d'autres séries. On est hyper content. Il vient le vendredi. Et le samedi. Et le samedi, il va donner des conférences qui auront la particularité d'être de haut vol, puisqu'il va parler de l'influence du manga et de la pop culture japonaise à l'étranger. Et une journée plutôt orientée sur la diplomatie, où on va essayer d'avoir des invités comme des députés français et ainsi de suite. Mais on en reviendra dessus plus tard. Et une plutôt artistique. Avec des différents auteurs. Éditeurs et compagnie, qui seront là pour échanger avec lui sur justement l'influence qu'a eu la pop culture japonaise, notamment en France. Ouais. Mais si on peut s'étendre au monde, il en sera ravi. Il est plus mangaka pour l'instant, parce qu'il reviendra sans doute à ses premières amours, on l'espère en tout cas, parce qu'on aime bien son œuvre. Mais il va quand même prendre le temps de faire des séances de dédicaces. Ça, c'est quand même ouf. Hein. C'est ouf de se dire qu'un mangaka, une fois, maître de la rom-com, vraiment incontesté. T'as cité Lovina, il a fait aussi Negima, il a fait Uki Holder aussi plus récemment. Je crois qu'il aime bien.
Non, très, très, très grand monsieur et devenu député, donc c'est un parcours assez atypique quand même pour un mangaka. Et il nous fait l'honneur quand même de faire des séances dédicaces. Oui. Ça, c'est la classe, franchement. Voilà. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont faire de la queue devant des députés comme ça. C'est vrai, ça arrive pas Surtout tous les en ce quatre matins, moment. hein. C'est vrai que c'est assez bizarre, mais on pourra faire la queue pour rencontrer Ken Akamatsu. Ce qui est super avec lui aussi, c'est qu'il a quand même continué à dessiner même en étant Ouais. député et qu'il raconte en fait son Des expérience de histoires. député. En Doge. Et du coup, nous, on s'est retrouvés dedans. On s'est C'est trop retrouvés dedans. la Donc, Allez. on imagine bien qu'il y aura un Dojinshi à l'avenir où il y aura les gens de Japan Expo dedans. Eh bien, on espère bien. On continue avec les invités suivants. Un petit peu de musique avec un groupe d'Eurasian Rock, les Starry Sky seront de retour cette année. Ils sont inspirés par la pop japonaise et la pop culture. Ils ont composé pour de nombreux Voilà. créateurs de Squeezie, contenu. le joueur du grenier, les noobs, Flora. Flora, Ils font des showcases jeudi, vendredi et dimanche et ils sont présents sur leur stand pendant les 4 jours. Donc il y a largement de quoi les rencontrer et profiter de leur présence. On continue avec Un rappeur auteur de manga, ninja à ses heures perdues, Voilà, Shao Do. Il rappe à la fois en anglais et en japonais. Il a franchi les frontières entre les univers de l'anime, du gaming et des arts martiaux. Et il a composé une chanson originale pour le jeu Fortnite, Voilà. accessoirement. Et donc, il sera en showcase jeudi, vendredi, samedi et présent sur son stand les 4 jours. On enchaîne avec Julien Fontanier, Alors là, qui on n'a pas rêvé d'apprendre à parler japonais facilement en plus. facilement. Grâce à sa chaîne YouTube Cours de japonais, et ben c'est chose faite. Julien vous apprend les bases du japonais, voire plus. Voir base, plus, hein. oui, N'est-ce pas c'est Ça des cours peut être avancés. très pointu par moment. Et il faut un peu s'accrocher. J'ai essayé, c'est chaud. Et il donne des cours tous les jours sur la scène Nezumi. Il sera en dédicace. Il dédicace vos diplômes après ses cours sur Voilà, Amazing si vous Stars. assistez au cours, vous aurez le droit à des diplômes et vous pouvez vous les faire dédicacer ensuite. Voilà. Ensuite, on passe sur l'atelier Assassin Shinobi, donc, qui propose des articles d'entraînement et des objets quotidiens de l'Asie féodale. Voilà, ce sont des reproductions d'équipements, des objets de la vie quotidienne. Il y a une exposition sur les costumes inspirés des jeux vidéo et de l'Asie du Moyen-Âge, avec une pièce maîtresse, l'armure du samouraï. Voilà. Ensuite, pour les fans de Saint Seiya, il y aura un endroit à ne pas rater puisqu'on a le plaisir d'accueillir nos amis du Miss Close News, Saint Seiya Miss Close News, qu'on avait déjà vu sur Japan Expo Centre, mais qui n'était jamais vu encore sur Japan Expo Qui Paris. expose de superbes dioramas qui mettent en scène les mythes closes. Mm. C'est une exposition unique avec une place particulière qui sera faite aux figurines des années 90. Donc pour tous ceux, parce qu'on en La a gamme vu dans vintage. le chat là, qui avait un certain âge, voilà, c'est l'occasion de se faire un petit comeback dans l'époque. On passe sur la partie plus amazing de la programmation, donc la partie hors Japon avec Dawn of Crime. Qui est une web-série de DC Comics qui a été créée en 2015 et où on suit les aventures de Clark Kent avant qu'il devienne Superman. Et du coup, Amazing, ils vont faire découvrir la série, notamment avec la diffusion d'épisodes, photos avec les acteurs, en costume de Superman, Ouais, Green Arrow, Green Arrow, etc. Voilà. D'un beau moment, de quoi s'amuser. Et Continue. Sparta Stunt. Voilà, parce que effectivement, On est pour tous un peu Sparta. ouais, on est tous un peu cascadeurs surtout, non? Voilà. Voilà, donc Sparta Stunt, c'est une association de cascadeurs professionnels spécialisés dans le combat. Donc là, on voit Assassin's Creed et God of War, c'est ça. Et du coup, ça c'est à la fois très amazing, mais peut-être qu'ils nous feront le plaisir de faire un peu de cascade à la japonaise, façon Sentai. Ce serait la classe. Mais en tout cas, ils vont nous proposer un super spectacle sur le thème d'Assassin's Creed. Et il y aura un photocall où on pourra se prendre en photo avec les cascadeurs habillés, toujours sur le thème de Assassin's Creed. Pour rester dans Amazing également, on rappelle la directrice artistique du coup de Pick Me Up qui sera également Qui sera parmi nous. On ne sait pas encore comment, quoi, parce que faut qu'on finisse de discuter, de négocier. Mais on va. Tu as pas son nom? Mais elle Tu est as pas là. son nom? Si, je suis. Bah, je sais pas, mais vu qu'on a donné le nom de tout le monde,
Si ça t'embête pas, hein. Il faut pas qu'on brise un secret ou qu'on crée des ennuis. On va le avec laisser notre bout du chercher monde. pendant quelques secondes. Pendant Voilà. ce temps-là, on va parler du C'est ça, cosplay c'est et ça. les inscriptions au concours. Donc, inscriptions au concours cosplay. Vous avez encore un petit peu de temps pour préparer vos costumes, mais sachez que voilà, elles auront lieu du 4 juin au 1er juillet pour le cosplay show du jeudi 13 juillet, pour le Amazing Cosplay Show du 14 juillet. Après, il n'y aura pas d'inscription pour la finale saison 11 de l'ECG du samedi, puisque Les sélections sont déjà en cours. voilà. Et par contre, le dimanche 16, pour les sélections françaises de la saison 12, Voilà, là, vous inscription. pouvez vous inscrire. On a le nom du coup pour. Oui, tout à fait. Donc elle s'appelle Kwang Lee. Donc ça sera avec plaisir qu'elle sera pour Japan Expo. On a hâte de la rencontrer. Et on vous donnera tout plein de détails sur son planning, sur tout ce qu'elle fait dans les prochaines émissions. Ça nous Très donnera bientôt. d'autres occasions de parler de notre partenaire Picoma, que nous ne remercierons jamais assez d'être venu ce soir et d'être devenu le partenaire officiel de Japan Expo. Merci à vous aussi. Effectivement. On va vous donner quand même les résultats du concours des feutres. On a Chanchon et Amélie qui a gagné, Salvada 2 et Illusion. Voilà, vous êtes les 3 gagnants de ce magnifique lot de Uniball, les Posca. Avec le tote bag et les feutres. Voilà, vous êtes les 3 gagnants. On vous laisse contacter Bravo à tous Japan les gagnants. Expo en privé. Et merci à tous ceux qui ont participé. Et évidemment, encore une fois, on fera gagner de nombreux lots pour les prochaines émissions, comme d'habitude. On arrive sur la fin d'En route pour Japan Expo. Donc n'oubliez pas encore une fois de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas louper. On a la rediffusion du live évidemment sur YouTube qui arrive d'ici peu. On a toutes les précédentes émissions sur la chaîne de Japan Expo également. Merci beaucoup, Naé, d'être passé Merci ce également. soir. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. On n'a pour pas Japan souvent des invités, mais c'est vrai qu'entre Benoît de Glénat et Youngray de Picoma, c'était une émission un peu sport d'ailleurs qui a duré légèrement plus longtemps. Oui, mais la préparation a été un peu plus compliquée. Donc Voilà. on a commencé en retard aussi. C'est ça, donc on est hyper content que vous soyez venus, que tu sois venu, que tu sois resté, que tu aies répondu aux questions questions. du public, parce qu'on sait que c'est jamais très simple. Et puis on espère te revoir. À très bientôt alors. En tout cas, on te revoit à Japan Expo, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et on remercie évidemment Benoît Yo de chez Glénat qui nous a fait aussi le plaisir de piquer une petite tête en début Et d'émission. tous les partenaires, tous les gens qui participent à l'organisation de Japan Expo de près ou de loin, puisque c'était une émission où on parlait d'eux. Merci à partenaires. tous Effectivement. et à toutes. On se retrouve du coup exceptionnellement Ouais, attention. Hein. le mardi 2 mai. Parce Oui, que le 1er mai, vous savez que c'est un jour férié. Hein, C'est un jour travail. férié. Voilà. On Vous n'a travaillez pas parce que. Bon, il y a des on sera chances un peu certainement en train de bosser. Bon. Mais la dernière fois qu'on a fait une émission un soir de jour férié, je sais plus ce que c'était, ça devait être Non, c'était À pas la férié, c'était Toussaint. Halloween. Halloween. On s'est dit que. On n'avait pas grand monde Voilà. et vous aviez l'air tous très occupés avec autre chose. Donc là, on se dit que fin de week-end Voilà. de 3 jours, etc. On profite bien du week-end de 3 jours et le mardi soir, Ça tombe. super émission. Exceptionnellement, mardi 2 mai à 20h. On sera en live sur la chaîne de Japan Expo pour un prochain épisode d'En route pour Japan Expo avec encore de nombreuses annonces, on l'imagine, et des sujets divers et variés. Vous avez l'habitude ici, de toute façon. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup aussi, Jean-François et Thomas, de nous avoir. Merci à toi d'avoir tenu cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve du coup le 2 mai pour une prochaine émission. Merci à tous et bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée, merci, Bye. bye bye.